3 mois après le début de la guerre en Ukraine, où en sont les États-Unis? La question est d'importance parce que de fait, plus que les pays de l'Union européenne, plus que l'Union européenne elle-même, trop divisée pour exister diplomatiquement et sérieusement, les États-Unis sont des acteurs externes majeurs au cœur de ce conflit. Avant son éclatement, nous avions discuté avec notre confrère Chris dit Politico Boy, journaliste et ingénieur économiste, animateur de la newsletter Old Fashioned sur Substack et co-auteur du livre Les illusions perdues de l'Amérique démocrate. Soyons honnêtes, ni lui, ni nous n'imaginions que le Vladimir Poutine allait faire le choix d'envahir l'Ukraine et d'être celui par qui le scandale arrive. Mais vu que Chris est surtout un bon connaisseur des États-Unis, il s'inquiétait de ce que certains groupes d'intérêt américains semblaient être enthousiastes à l'idée d'une guerre, pour des raisons idéologiques et pour des raisons économiques. Pour éviter tout malentendu, Chris considère que Vladimir Poutine est le premier responsable de la guerre en Ukraine, des morts et des destructions qui ont suivi. Mais il continue d'observer et de dénoncer l'emballement guerrier qui règne à Washington. Ukraine, les États-Unis comptent faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, écrivait-il en ce début de mois. Pourquoi le pense-t-il? Nous allons lui poser la question. Bonjour Chris. Bonjour. Alors, la guerre en Ukraine devient compliquée et l'Amérique n'est pas prête. C'est le titre d'un éditorial du New York Times daté du 19 mai. Un éditorial publié après le vote par le Sénat d'une aide exceptionnelle de 40 milliards de dollars à destination de l'Ukraine. Un éditorial qui évoque une sévère mise en garde d'Avril Haines, l'actuelle directrice du renseignement national américain. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, c'est sûr que jusqu'à présent, le New York Times et la presse américaine de manière générale étaient plutôt à pousser l'administration Biden et le Congrès à aller vers une position plus belliciste envers la Russie et à s'impliquer davantage dans le conflit, que ce soit à travers les sanctions économiques ou l'implication directe des États-Unis par la livraison d'armes et le support donné à l'armée ukrainienne. Donc cet éditorial, il vient un peu à contresens de ce qu'on a vu jusqu'à présent de la part des médias américains, et il sonne un peu il fait un peu comme une alerte sur la direction empruntée par Biden. Donc il y a plusieurs choses qui sont remises en cause. Il y a d'abord, et ça a été fait, on a vu ça dans d'autres articles du New York Times, c'est l'absence de débat au Congrès et la rapidité avec laquelle le nouveau package donc de 40 milliards a été attribué à l'Ukraine. Donc ça, c'est une loi qui est passée très rapidement au Congrès par rapport, d'habitude, ça prend des semaines et des semaines à faire quoi que ce soit. Et là, avec presque l'unanimité des élus, les 40 milliards ont été alloués comme ça très rapidement, sans qu'il y ait de réel débat et sans que le moindre élu démocrate ne s'oppose ou ne nuance ou ne veuille au moins poser des questions sur le contenu du texte et sur la nature de l'aide et les buts stratégiques derrière. Donc ça, c'est une première critique déjà qui diffusait dans le New York Times et d'autres titres de presse depuis quelques semaines. Et donc l'éditorial, il vient après le vote final de cette loi. Et donc il pointe plusieurs choses. C'est l'absence de clarté dans les buts poursuivis par l'administration Biden en Ukraine et le risque que l'implication des États-Unis passe un seuil qui pourrait provoquer soit un enlisement du conflit ou une escalade avec la Russie, voire pousser la Russie à utiliser des armements nucléaires, ce que, il me semble, Avril Haines, donc la directrice de la CIA, avait reconnu comme étant un danger potentiel récemment. Alors, quand tu parles des buts de guerre, c'est le plus important, parce que finalement, l'arme nucléaire pourra être utilisée, c'est un peu plus improbable que le scénario d'un enlisement. Et effectivement, qu'est-ce qu'on peut entrevoir en tant qu'observateur comme but de guerre des États-Unis de Joe Biden aujourd'hui? Ouais, ben, en fait, au départ, ce qui était clairement affiché par les États-Unis, c'était qu'il fallait défendre l'Ukraine, ce qui se comprend et se justifie. Et je pense que de ce point de vue-là, même la gauche, on va dire, radicale américaine était d'accord sur le fait, essentiellement, hein, qu'il fallait aider l'Ukraine à se défendre contre cette agression. Et donc, que cette aide passait, y compris par du soutien militaire et des sanctions économiques envers la Russie. Mais le but de cette aide était surtout de stopper l'invasion russe
et de forcer la Russie à négocier une sortie de la guerre. Donc ça, c'était en gros la version qui avait cours, jusqu'à ce que l'Ukraine commence à prendre le dessus militairement. Et depuis, les principaux cadres de l'administration Biden, donc le ministre de la Défense, le secrétaire à la sécurité et le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères, ont tous pris position pour dire que le but maintenant des États-Unis, c'était d'affaiblir la Russie suffisamment pour qu'elle ne soit plus en mesure de prendre ce type d'initiative et de mener ce type d'opération militaire dans le futur, et qu'elle devienne en gros un État paria qui soit isolé de la scène mondiale et avec une armée complètement détruite. Et donc ça implique de continuer le conflit jusqu'à l'épuisement total de la Russie, et avec le risque que du coup, la Russie acculée en vienne potentiellement à utiliser des armes nucléaires peut-être plus probablement tactiques en Ukraine. Enfin, même si ça c'est un risque assez faible, c'est quand même un risque qui a été souligné, et surtout que ça poursuive le conflit sans chercher d'issue négociée au conflit. Et de ce point de vue-là, on a appris un peu plus tôt par la presse, donc c'était surtout le Financial Times qui avait évoqué ça, qui avait eu en fait une fenêtre d'opportunité mi-avril pour un accord avec la Russie, un cessez-le-feu et peut-être un accord de paix, et que cet accord avait été rendu impossible en partie par la réalité du terrain et du point de vue russe, les pertes qu'ils avaient subies militairement, qui avaient été causées entre autres par l'aide américaine, mais aussi du point de vue ukrainien, les massacres qui ont été commis à Boutcha, qui rendaient la négociation assez difficile à conduire vis-à-vis de l'opinion publique. Mais il y avait aussi, d'après des sources ukrainiennes, le fait que les Occidentaux ont indiqué à Zelensky qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de négociations à ce stade. Donc c'est un peu ça que pointe le New York Times aussi dans cet éditorial, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, non seulement l'administration Biden et les États-Unis ne cherchent pas à négocier avec la Russie, mais qu'ils pourraient même potentiellement s'opposer aux négociations que Zelensky tenterait de faire de son côté. Donc, il serait tenté de prendre Volodymyr Zelensky comme une sorte d'otage et l'empêcher d'aller vers ses propres résolutions. Ouais, c'est peut-être un peu fort de dire ça comme ça, mais en tout cas, ce qui semble clair, c'est ce que interroge le New York Times, c'est que les États-Unis ne sont pas activement en train de chercher à négocier et n'ont pas défini de stratégie pour amener la Russie à négocier dans des délais brefs. Et donc, il y a en plus voilà, le fait que lorsqu'il y avait eu une opportunité de négocier, par la voix de Boris Johnson, donc, qui s'était rendu à Kiev, selon les sources proches de Zelensky, il n'y aurait pas eu il y aurait eu une instruction claire comme quoi, il ne faut pas dire que les Occidentaux lui interdisent de négocier, mais on dit c'est sans nous, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas d'accord pour emprunter ce chemin à ce stade. Or, ce sont ses principaux soutiens. Alors, tu évoques des propos d'Hillary Clinton qui faisaient le parallèle entre la Russie en Ukraine et la Russie en Afghanistan. Mais je voulais qu'on évoque d'abord le titre de ton papier, dans Le vent se lève. Les États-Unis veulent faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Ce titre, il est assez flippant et il doit faire peur, y compris aux Ukrainiens, à Volodymyr Zelensky, qui peuvent être finalement les sacrifices à faire pour que l'affaiblissement de la Russie aille jusqu'à son terme. Oui, d'ailleurs, c'est un titre qui m'a été inspiré par un titre de presse aux États-Unis qui reprend des propos tenus par un ancien ambassadeur américain. En fait, c'est la conclusion logique. Si on pense que la Russie ne peut pas être vaincue parce qu'elle a des armes nucléaires, qu'elle est quand même un pays plus grand, avec plus de ressources que l'Ukraine, dans ce cas-là, si le but c'est de la vaincre totalement et que ce but n'est pas possible, ça veut dire que c'est finalement l'Ukraine qui sera vaincue totalement. Et donc c'est peu probable que ça aille dans une direction ou l'autre, mais en fait ça revient à provoquer l'enlisement du conflit et sa continuation pour les mois ou des années. Et donc ça, bien sûr, c'est aussi un coup pour les Ukrainiens. Et c'est pour ça d'ailleurs que Zelensky, de son côté, est toujours engagé plus ou moins dans une démarche quand même il n'a pas fermé la porte à la diplomatie et est plus actif de ce point de vue-là que ne peuvent l'être la Maison-Blanche ou les Occidentaux.
Alors, dans un récent article sur le site du Vent se lève, tu expliquais justement que avant ce que l'on entrevoyait comme une guerre annoncée, l'administration Biden n'avait rien voulu négocier et avait fait le choix du pire, contrairement par exemple à l'administration Obama en son temps. Ce que je voulais dire, c'est que enfin, un regret peut-être, c'est le fait que l'administration Biden n'a pas cédé sur la question de l'adhésion de l'OTAN, de l'Ukraine à l'OTAN, alors qu'en fait, donc officiellement, la position, c'était on laisse la porte ouverte et donc on refuse de dire que l'Ukraine n'a pas vocation à aller dans l'OTAN, alors que Zelensky a dit sur CNN que les Américains lui avaient dit que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, enfin en tout cas pas dans les 10 années prochaines. Donc du coup, il y avait une sorte de double discours tenu par l'administration Biden qui, à Zelensky disait vous pouvez oublier l'OTAN, c'est pas pour tout de suite, et potentiellement jamais, mais par contre, qui vis-à-vis des Russes disait si, on continue le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, on refuse de fermer la porte. Et donc, alors peut-être que s'ils avaient accepter les conditions russes et de dire officiellement et de signer un papier comme quoi l'Ukraine n'allait pas rentrer dans l'OTAN, c'est possible que Poutine aurait quand même attaqué, donc on peut pas exclure ça. Mais là, du coup, ça n'a pas été le cas et ça fait qu'on peut reprocher à l'administration Biden de ne pas avoir tout tenté pour empêcher cette guerre. Et l'autre critique qui vient plus de la droite aux États-Unis, c'est quand Biden a dit plusieurs fois que les États-Unis ne seraient pas impliqués dans le conflit. Bah, du coup, ça a un peu laissé à Poutine peut-être l'impression qu'il pouvait envahir l'Ukraine sans que les États-Unis s'impliquent vraiment dans le conflit ensuite. Or, même s'ils n'envoient pas des troupes au combat directement, il y a des instructeurs sur place, selon certaines sources d'information, dont Georges Malbruno qui disait ça récemment. Et puis surtout, il y a tout le renseignement qui est partagé. Et on a vu plusieurs articles qui sont sortis dans la presse américaine, comme quoi le renseignement américain aurait permis de couler le navire amiral russe et aurait permis de tuer une douzaine de généraux. Donc ça, c'est quand même des implications assez importantes au final. Alors, tu évoques des propos d'Hillary Clinton qui faisaient le parallèle entre la Russie en Ukraine et la Russie en Afghanistan. En gros, le soutien américain aux adversaires du pouvoir afghan à l'époque a affaibli, alimenté la machine de guerre russe et affaibli la Russie en conséquence. Et aujourd'hui, en gros, on affaiblirait la Russie au même niveau que l'affaiblissement qui a finalement précipité la fin de la guerre froide en armant l'Ukraine. Mais ce parallèle n'est lui aussi pas en faveur des Ukrainiens, puisque l'Afghanistan aujourd'hui est détruite. Oui, en fait, bon, c'était plus une notion qui a émergé aux États-Unis au début du conflit, mais l'idée, c'est parce qu'au départ, les Américains s'attendaient quand même à ce que l'Ukraine soit rapidement vaincue militairement. Mais du coup, l'idée, c'était de créer une sorte de rébellion ou d'insurrection permanente, comme ça avait été fait en Afghanistan, pour que les Russes ne puissent pas s'installer durablement dans le pays et donc provoquer une guerre civile, en fait, qui aurait duré autant d'années qu'il aurait fallu pour que la Russie se retire. Et même si c'est quelque chose qui aurait pu se passer de toute façon, puisque les Ukrainiens, clairement, étaient prêts à se battre pour leur pays, mais l'idée que les États-Unis se servent comme ça de l'Ukraine pour faire un bourbier, comme ils avaient fait en Afghanistan, bah forcément, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant du point de vue de la paix et des Ukrainiens. Et puis surtout, ça a aussi des conséquences potentielles, parce que Hillary Clinton avait évoqué les conséquences indésirables qu'il y avait eu en Afghanistan, mais sans vraiment les détailler. Et c'est vrai qu'en fait, les conséquences, bah, c'est la situation qu'on connaît avec les attentats du 11 septembre, et puis la guerre qui vient de se terminer avec l'implication des États-Unis pendant 20 ans. Donc, c'était un peu curieux d'entendre ça à ce moment-là, oui. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir comment va l'économie américaine après 3 mois de guerre en Ukraine? Y a-t-il des secteurs économiques, des groupes d'intérêt qui sont touchés par cette guerre?
Est-ce que Globalement, l'économie va bien? il y a deux secteurs économiques qui se portent très bien. C'est toute l'énergie, enfin tout le secteur de l'énergie et donc du gaz et du pétrole, puisque là, c'est une aubaine pour eux, puisque non seulement les prix sont très élevés, donc les bénéfices sont très élevés. En plus, il y a eu on a vu des déclarations dans les assemblées d'actionnaires comme quoi, en fait, des grosses compagnies pétrolières américaines refusaient d'augmenter la production pour maintenir les prix à un taux élevé. Donc, il y a vraiment une manne qui est en train d'être récupérée là par les entreprises américaines du secteur. Et à côté, il y a bien sûr le secteur de l'armement où on a vu avant le déclenchement du conflit déjà des cadres du secteur d'armement qui se réjouissaient de la crise en disant que c'était une opportunité pour des bénéfices futurs. Et donc forcément, toutes ces livraisons d'armes qui sont faites par les États-Unis, c'est des milliards dans les poches du complexe militaro-industriel. Et c'est aussi une opportunité, on a vu dans le texte qui vient d'être voté pour les 40 milliards, il y a une somme qui est dédiée au test de nouveaux équipements. Donc en fait, c'est un peu aussi vu comme un terrain d'entraînement ou de test nature pour certains types d'armes qui sont proposées par les entreprises d'armement américaines. Donc c'est à la fois bon pour les bénéfices et puis c'est bon pour tester des armes qui pourront ensuite être vendues en plus grande quantité à l'armée américaine. Donc il y a ces deux secteurs qui se portent bien depuis le début du conflit. Et à côté, il y a tout le reste où l'inflation augmente encore aux États-Unis avec le conflit, bien sûr, comme on le voit en France, que ce soit sur les prix de l'énergie, de l'alimentation et du reste. Et puis, il y a une inquiétude politique, et c'est aussi un peu ça le sens de l'éditorial du New York Times, c'est qu'en fait, la position de Biden vis-à-vis de l'Ukraine est relativement impopulaire. Il me semble que c'est 45% d'Américains seulement qui sont satisfaits de la manière dont il gère le conflit. Et donc politiquement, c'est de plus en plus difficile de justifier qu'on dépense des milliards en Ukraine et qu'on ne dépense aucun milliard aux États-Unis face à la montée de l'inflation et la crise. Et qu'en plus, cette poursuite du conflit a un impact aux États-Unis. Donc le New York Times s'inquiétait en fait que la politique de Biden en Ukraine lui coûte les élections de mi-mandat, clairement, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir ensuite. Alors, si je résume bien, tu me le dis, l'Américain moyen ne profite absolument pas de cette guerre. Il voit son niveau de vie et son pouvoir d'achat se dégrader avec l'inflation, mais en revanche, des secteurs économiques bien identifiés en profitent. C'est ça, et c'est des secteurs économiques qui financent énormément les élus. Donc on a vu, c'était assez frappant, et même le New York Times a dénoncé ça, parce que pourtant le New York Times est quand même pas connu pour être un journal qui prône la paix et le non-interventionnisme, mais qui s'inquiétait qu'aucun démocrate n'a mis en cause le projet de loi qui donc a été voté des 40 milliards d'aides à l'Ukraine, et en partie par crainte en fait d'être vu comme quelqu'un qui s'oppose à cet effort de guerre et donc qui serait soit accusé d'être pro-Poutine ou qui s'attirerait ensuite les foudres de ces industries qui sont capables de peser dans la balance des élections à travers les financements de la vie politique. Donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et même si il faut quand même noter que sur les 40 milliards, tout n'est pas de l'aide militaire, hein. Il y a aussi de l'aide économique pour traiter les réfugiés et pour la diplomatie. Donc c'est seulement une partie qui va directement dans la poche des fabricants d'armes, mais c'est quand même des montants importants. Alors, a priori, est-ce qu'on peut considérer que l'engagement des États-Unis dans ce conflit peut créer une crise politique interne à terme, à court, moyen ou long terme? Non, pas une crise politique, parce que en fait, donc au Congrès, on a bien vu qu'en fait, les deux partis sont d'accord avec cette politique. Il y a seulement des élus républicains plutôt trumpistes ou marginaux, on va dire, ou appartenant à l'aile libertarienne du parti, qui se sont opposés et qui ont voté contre ces textes. Il me semble 11 sénateurs sur 100 et à peu près 50 élus à la Chambre, tous des républicains qui ont voté contre le texte. Donc c'est quand même quelque chose de très bipartisan et qui est soutenu par un large spectre. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de risque de crise politique. Par contre, c'est vrai que c'est une politique qui nuit aux démocrates
en vue des élections de mi-mandat. Et donc, la question après, c'est que le Parti républicain ayant beaucoup de difficultés avec la notion de démocratie depuis que Trump est passé par là, en particulier, bah, ça inquiète. Ça pourrait être un des éléments qui va provoquer une crise politique plus tard, mais c'est pas un élément en soi. Mais si justement le coût de la guerre devient insupportable aux yeux de l'opinion publique et qu'elle a l'impression que Biden fait à peu près n'importe quoi, peut-être qu'elle le remettra au pouvoir celui qui finalement, par la voix des élus qui lui sont proches, n'a pas voulu s'impliquer dans cette guerre, c'est-à-dire Donald Trump. Oui, alors après, bon, faut voir d'abord que le coût de la guerre, c'est difficile pour les Américains à le chiffrer parce que ça reste des montants assez faibles par rapport au budget du gouvernement Quand je parle du américain. coût de la guerre, Et je puis parle de l'inflation qui suit. voilà, oui. Oui, parce que faut quand même noter qu'aux États-Unis, comme ils émettent leur propre monnaie, c'est pas le contribuable qui paye directement, c'est des emprunts enfin, c'est un peu de l'argent gratuit, quoi. Ils impriment de l'argent pour ça, donc c'est pas forcément les budgets qui sont alloués à cette guerre ne vont pas aux dépens d'un autre budget. Par contre, oui, l'inflation, ça c'est un problème. Et après. Est-ce que ça peut favoriser un retour de Trump? Oui, mais ça sera pas les Américains sont pas particulièrement ils sont pas particulièrement sensibles aux questions internationales. Donc ils vont pas voter sur l'Ukraine, mais par contre, effectivement, l'inflation, c'est clairement le principal problème dans la tête des Américains. Et donc tout ce qui alimente l'inflation indirectement favorise les républicains et potentiellement le retour de Trump. Enfin, ça, c'est encore parce que le Parti républicain lui-même n'est pas forcément uni derrière Trump non plus. Donc ça, c'est une autre question après. L'Europe et les États-Unis ont-ils vocation à prendre leur distance sur ce conflit ukrainien? Bah, ça, c'est pas à moi de le dire. En tout cas, pour l'instant, c'est pas la direction qui est prise. Parce que au fond, les États-Unis sont loin et ont une approche maximaliste, alors que les États-Unis, l'Europe, elle est proche, elle est diverse et elle a des approches diverses. Oui, mais après, la question, c'est aussi comment on sort du conflit. Et, le problème, c'est que derrière, là, on parle des États-Unis, mais la Russie a aussi une position maximaliste. Et on ne sait pas jusqu'à où ils sont prêts à aller dans ce conflit. La vraie question, en fait, la vraie question, c'est comment on sort de ce conflit. Et pour l'instant, l'administration Biden n'a pas vraiment proposé de feuille de route. Et c'est ça que lui reproche le New York Times en particulier. C'est idéalement, ce qui serait justifié, c'est de chercher le plus vite possible à obtenir un accord de paix. Et l'administration Biden n'a pas l'air d'être engagée dans cette direction. Et pourtant, ça serait probablement la meilleure chose à faire pour limiter les horreurs sur place et puis éviter toutes les répercussions qu'il y a à côté, que ce soit sur économique et puis géopolitique autour de ce conflit. Oui. Merci beaucoup, Chris dit Politico Boy. Je rappelle donc que tu es journaliste et ingénieur économiste, ami du média, animateur de la newsletter Old Fashioned sur Substack et co-auteur du livre Les illusions perdues de l'Amérique démocrate. Merci de suivre cette actualité pour nous. Merci à vous.